Alors, bonjour. Dans cette vidéo, on va regarder comment fonctionne le protocole DHCP. On ne verra pas la configuration comme telle du service DHCP. Ça, on le verra à une autre occasion. Aujourd'hui, on va simplement regarder les phases du protocole DHCP et encore une fois, comme on l'avait fait la dernière fois, en fait, dans Wireshark, une capture pour inspecter d'un peu plus près quels sont les échanges de messages entre le client et le serveur et quel est le contenu des entêtes de ce protocole-là lorsque des messages sont échangés. Alors, prenons quelques minutes pour parler un peu d'histoire. Il y a très longtemps de ça, plus précisément autour de 1985, les ordinateurs n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. On avait des ordinateurs centraux qu'on appelait des mainframes. Et pour se connecter à ces ordinateurs-là, on prenait un terminal qui était essentiellement un clavier, un écran et parfois une souris. Et ces terminaux-là n'avaient pas de disque, n'avaient aucune façon de stocker l'information. Donc, le problème qu'il y avait, c'était comment leur attribuer à ces terminaux-là des adresses IP alors qu'il n'y a aucun moyen de les stocker nulle part, ces adresses-là, puisqu'ils n'ont pas de disque dur. Alors, ce qu'on a inventé à ce moment-là, c'est un protocole qui s'appelait BootP. BootP, pourquoi? Parce que c'est un protocole qui était utilisé au moment du démarrage des terminaux. Comment ça fonctionnait? Chaque terminal avait évidemment une adresse MAC. Et sur le serveur BootP, on avait une liste qui associait des adresses MAC à des adresses IP. Donc, lorsque le terminal se connectait au réseau, qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait son adresse MAC au serveur BootP. Le serveur BootP regardait dans sa liste quelle était l'adresse IP correspondant à cette adresse MAC. Et ensuite, il lui retournait une adresse IP en lui disant « Voici l'adresse que tu es censé avoir, tu peux te l'attribuer ». Assez rapidement, après quelques années, on a découvert, on a compris qu'il y avait des petites limitations à ce protocole-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une liste fixe d'association entre des adresses MAC et des adresses IP, on a un peu les points liés. À chaque fois qu'on veut rajouter un nouvel hôte dans le réseau, on est obligé de mettre cette liste-là à jour. Si on veut prendre un terminal ou un ordinateur et le changer de place, le changer de réseau, alors il va falloir mettre à jour la liste de l'ancien réseau pour enlever son adresse MAC, puis mettre à jour la liste du nouveau réseau pour rajouter son adresse MAC. Donc, il n'y a pas tant de flexibilité que ça. On souhaitait pouvoir attribuer des adresses IP sans nécessairement qu'elles soient associées à une adresse MAC spécifique. Juste donner une adresse IP comme ça, se souvenir de l'adresse MAC à laquelle elle est associée, puis ensuite, lorsque cet ordinateur-là s'éteint, l'adresse IP qu'il avait, elle est remise dans le pool et un autre hôte sur le réseau pourrait récupérer cette adresse-là éventuellement. Donc, c'est pour ça qu'on a inventé le protocole DHCP qui comprend beaucoup de messages et de spécifications du protocole BootP, mais qui rajoute certaines fonctionnalités. Donc, la différence entre DHCP et BootP, c'est déjà que les adresses, elles sont dynamiques. Si on a une liste comme en BootP où les adresses MAC et les adresses IP sont associées, ça veut dire qu'une adresse MAC va toujours avoir la même adresse IP. Et ça, c'est équivalent à une adresse IP statique. Une adresse dynamique, c'est que l'adresse MAC qu'on a ne définit pas l'adresse IP qu'on va avoir. On peut avoir une adresse IP un jour, une autre adresse IP le lendemain, même en conservant la même adresse MAC. Ensuite, les adresses IP en DHCP, elles sont réutilisables. Donc, si j'ai l'hôte A qui arrive sur le réseau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer son adresse MAC au serveur. Le serveur va mémoriser cette adresse MAC-là, va lui associer une adresse IP et va retourner cette adresse IP-là à l'autre qui vient d'arriver sur le réseau. Cette adresse IP-là, elle est valide pour une certaine durée. Lorsque la durée expire ou que A quitte le réseau ou s'éteint ou n'importe quoi, l'adresse IP, elle sera remise dans le pool et elle pourra être réutilisée pour un autre hôte qui décide de se joindre au réseau, d'envoyer son adresse MAC et de se faire retourner la même adresse IP. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont réutilisables. Ensuite, elles sont aussi en DHCP renouvelables, les adresses. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, lorsque le serveur envoie une adresse IP à un client,
Cette adresse IP-là, elle n'est pas valide éternellement. Elle est bonne pour une certaine durée. Lorsque cette durée-là expire, supposons que le serveur dit l'adresse IP, elle est bonne pour 10 minutes, ben, une fois que le 10 minutes est expiré, le client peut demander de renouveler cette adresse-là. Il peut dire au serveur, j'aimerais ça la conserver pour un autre 10 minutes. Donc, c'est en ça qu'on dit qu'elles sont renouvelables. Le protocole DHCP permet aussi de faire des réservations et des exclusions. Lorsque le client envoie son adresse MAC au serveur, sur le serveur, on peut dresser une liste de réservations pour faire un peu comme BootP, dire, bon, ben, OK, pour cette adresse MAC-là, spécifiquement, je veux toujours donner la même adresse IP. A priori, les adresses sont dynamiques, mais on peut faire des mécanismes de réservation d'adresse IP pour certaines adresses MAC. Puis on peut faire le contraire aussi. Les exclusions, ben, c'est dire que pour une adresse MAC donnée, le serveur ne lui donnera jamais d'adresse IP. Comme si c'était une adresse MAC qui était sur une liste noire, par exemple. Ça permet de faire en sorte que des réseaux acceptent seulement certains autres, puis les reconnaissent en fonction de leur adresse MAC. En plus de ça, il y a plusieurs autres informations qui peuvent être distribuées par DHCP, mais ça, c'est pas spécifique à DHCP. BootP permettait aussi de distribuer des informations sur le réseau, comme par exemple, quelle est l'adresse IP de la passerelle, quelle est l'adresse IP du serveur DNS, et ainsi de suite. DHCP permet aussi de distribuer ces informations-là aux autres qui demandent une adresse, mais DHCP permet que beaucoup plus d'informations soient envoyées comme ça que BootP permettait de le faire. Alors maintenant, comment fonctionne le protocole DHCP? C'est quoi les messages qui sont envoyés entre un client et un serveur? Mais de façon très générale, il y a différentes phases dans le protocole DHCP, mais disons que de façon générale, initialement, quand un autre arrive sur un réseau, la première chose que le client fait, c'est qu'il envoie un message DHCP Discovery en diffusion. Donc, il envoie un message en diffusion sur le réseau, où là, il recherche un serveur DHCP qui pourrait bien lui donner une adresse. Il peut y avoir un ou plusieurs serveurs DHCP sur un réseau. Généralement, on en met juste un parce que ça peut être très difficile à gérer s'il y en a plusieurs, mais le protocole permet qu'il y en ait plusieurs. C'est juste pas souhaitable de le faire. Lorsque le serveur attrape ce message-là qui est diffusé à tout le monde, il va envoyer une offre, DHCP Offer, où là, il lui dit « Je suis prêt à te donner cette adresse-là pour une certaine durée, et voici les informations qui viennent avec la passerelle, le serveur DNS, et ainsi de suite. » Gardons en tête que c'est possible que le client reçoive plusieurs offres s'il y a plusieurs serveurs, même si ça n'arrive pas souvent. Une fois que le client a reçu cette offre, il va faire une requête officielle au serveur DHCP Request, où là, il va dire « Oui, je veux cette adresse-là avec les informations qu'elle contient pour cette durée-là. » Et le serveur, pour confirmer qu'il accepte cette requête-là, il envoie un DHCP ACK ensuite. Ça, c'est le mécanisme global de la phase, si on veut, initiale de DHCP. Les informations qui sont envoyées par le serveur au client, elles ne viennent pas toutes seules, elles sont dans ce qu'on appelle un bail DHCP. Les informations comme l'adresse, la durée de validité de cette adresse-là, les adresses des serveurs DNS et de la passerelle, ça vient dans un bail. C'est comme un bail locatif, dans le sens que lorsque vous signez un contrat de location avec votre propriétaire, ben, vous avez plein de spécificités sur votre logement, puis ça a une durée de vie. Ce contrat-là, c'est la même chose avec un bail DHCP. Donc, dans un bail DHCP, la durée de validité de l'adresse, elle est définie par le serveur. Un client peut demander d'avoir un bail de 1 heure, pour que son adresse IP soit valide 1 heure. Si le serveur accepte ça, alors ça va passer. Mais sinon, la validité, à la base, elle est définie par le serveur. Les adresses IP, elles doivent être renouvelées, puisqu'elles sont valides seulement une certaine durée. Supposons que vous avez un bail qui est valide pendant 1 heure, vous n'allez certainement pas vous déconnecter après 1 heure. Vous allez vouloir renouveler votre adresse. Donc, le client qui a reçu un bail d'un serveur DHCP, après la moitié de la durée de ce bail-là, il va recontacter le serveur pour renouveler son bail. Généralement, le serveur répond, renouvelle et c'est réglé. Mais parfois, le serveur peut être absent, c'est pas
exclut que le serveur soit tombé en panne pendant ce temps-là, ou ait changé d'adresse IP, ou peu importe, toutes sortes de choses. Donc, si à la moitié de la durée, il n'a pas réussi à renouveler son bail, bien, rendu au 7/8e de la durée, disons qu'il commence à s'énerver un peu, et là, il recherche d'autres serveurs sur le réseau qui pourraient lui donner un nouveau bail. Pourquoi 7/8e et pas 8/9e? Honnêtement, j'en ai aucune idée. C'est une valeur comme ça qui est définie telle quelle dans le protocole. Généralement, le client qui essaie de renouveler son bail lorsque le serveur est plus disponible, bien évidemment, s'il n'y a plus de serveur sur le réseau, son bail va expirer quand même et il n'y aura plus d'adresse. S'il y a un autre serveur sur le réseau, cet autre serveur-là lui donnera un nouveau bail. Peut-être avec une nouvelle adresse, peut-être avec l'adresse qu'il avait avant. Ça dépend de ce qui est disponible comme adresse. On va regarder rapidement sur un client Ubuntu et sur un client Windows où sont stockées ces informations-là du bail DHCP. Puis on va regarder aussi sur un serveur DHCP Ubuntu à quoi ressemblent les baux et dans quel répertoire ils se trouvent. Donc dans Windows, c'est pas très compliqué, c'est une commande que vous avez déjà vue et utilisée à plusieurs reprises certainement. ipconfig all. Donc toutes les informations sur le bail en cours sont là-dedans. Là, celle qui correspond à l'interface que j'utilise, elle est ici, c'est Ethernet 2. Donc là, l'adresse qui m'a été attribuée, c'est 192.168.0.108. Et on a les informations ici sur le bail. On a la durée de validité ici. Donc, c'est une durée de validité de 24 heures, comme vous pouvez le voir. La passerelle, l'adresse du serveur DHCP, les serveurs DNS. Là, évidemment, je suis sur un réseau local à la maison. Donc, tous les serveurs DHCP, DNS et la passerelle, c'est regroupé à la même place dans le routeur Wi-Fi à la maison. Donc là, on a les informations qui proviennent du bail. Du côté de Linux, en particulier pour Ubuntu, les versions récentes, là, je crois que c'est à partir de Ubuntu 18 que c'est comme ça. Les paramètres réseau sont gérés par un service qui s'appelle NetPlan. Alors, il faut utiliser cette commande-là pour aller chercher les informations sur le bail qui nous a été attribué. Donc, il faut déjà connaître l'identifiant de l'interface pour laquelle on veut aller chercher les baux, parce que ça se pourrait très bien que sur notre machine Ubuntu, on ait 3 interfaces réseau et que les 3 soient en mode DHCP. Donc, chacune de ces interfaces-là va avoir un bail différent. Donc, on va commencer par regarder quelle est l'interface pour laquelle on veut obtenir l'information sur le bail. Dans mon cas ici, c'est ENS 160. Donc, je vais lancer la commande IP leases ENS 160 et ça va me donner les informations que j'ai. Donc, ça, c'est un serveur qui est sur une adresse publique, l'adresse 206.167.46.229, le masque, la passerelle, l'adresse du serveur DHCP, le domaine, le serveur DNS, la durée de vie du bail. Donc, vous voyez là, ici, le domaine, c'est une autre information qui peut être distribuée par un serveur DHCP. Maintenant, je vais me connecter sur un serveur DHCP pour voir où sont tous les baux qu'il a distribués à ses multiples clients qui lui ont demandé des adresses IP. Alors, j'ai ouvert une connexion sur le serveur DHCP qui distribue des adresses dans le segment 206.167.46.0/24, donc sur le réseau public du collège. Puis on va voir où se trouvent les baux qu'il a distribués aux autres sur ce réseau-là. Donc, c'est pas très compliqué. C'est dans le répertoire var lib DHCP. Si on regarde ce que ça contient, c'est un fichier qui s'appelle dhcp.leases où toutes les informations se trouvent. Donc, si je veux aller voir son contenu, je vais utiliser la commande less dhcpd parce que c'est le service .leases. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même plusieurs enregistrements. Puis pour chacun des enregistrements, on peut voir ici la durée de vie du bail, la date et l'heure de début, la date et l'heure de fin, et l'adresse MAC de l'autre qui a reçu cette adresse-là. OK, maintenant, on va regarder les entêtes DHCP. Bon, c'est peut-être pas très facile à voir comme ça sur votre écran, mais je vous recommande la référence suivante.
le RFC 2131 où ces entêtes-là sont assez bien expliquées. Ce qui est important de savoir, c'est premièrement le type. Lorsqu'un serveur ou un client s'envoie un message DHCP, les messages vont toujours être précédés de ces entêtes-là. Donc, le type dans l'entête, ça désigne le fait qu'un message soit une requête ou une réponse. Les autres champs importants, c'est l'identifiant de la transaction, parce que des fois, un serveur peut recevoir plusieurs requêtes en même temps. Lorsqu'il envoie une réponse, il faut qu'il l'associe à un identifiant pour savoir sa réponse, elle est associée à quelle requête. Puis ensuite, il y a les informations sur les adresses. Lorsqu'un client, par exemple, veut renouveler un bail, il va spécifier quelle est l'adresse qu'il a déjà. S'il n'y en a pas et que c'est une demande initiale, ce champ-là, il va être à 0. Ici, on a le champ qui désigne l'adresse que le serveur va donner au client. Donc ça, c'est utile au moment de la réponse. On a aussi un champ pour l'adresse IP du serveur. Puis on a un champ avec l'adresse MAC du client qui permet, comme on le voyait tout à l'heure, au serveur de reconnaître le client par son adresse MAC. Ensuite, on a aussi une section des options. Comme je vous disais tout à l'heure, dans le protocole DHCP, on peut passer d'autres informations que l'adresse IP. Donc, quand on passe d'autres informations comme la passerelle, le nom des serveurs DNS, le nom des serveurs NTP pour la synchronisation des horloges, il y a plein d'informations qu'on peut passer. Elles vont toujours être dans les champs des options. Bon, le protocole DHCP a plusieurs phases qu'on appelle. Une phase, en fait, c'est le type de requête qu'il fait. Comme on a vu, un client qui reçoit une adresse IP, il peut la demander pour la première fois, ou il peut la renouveler, ou il peut la libérer, c'est-à-dire la laisser à d'autres, alors que, par exemple, lorsqu'il s'éteint, il n'y a plus besoin de son adresse, alors il va la libérer. Il y a aussi la réallocation et ce qu'on appelle le rebind. Donc, c'est quoi la différence entre ces phases-là? L'allocation, c'est donc quand on a une demande initiale et que le client veut se faire attribuer une adresse IP alors qu'il n'a aucun bail valide et aucune adresse IP déjà déterminée. Le renouvellement, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Après la moitié du temps du bail, le client va demander de renouveler l'adresse IP auprès du serveur. Et la libération, c'est lorsque le client décide d'arrêter le bail. Généralement, c'est au moment où il s'éteint et qu'il n'a plus besoin d'adresse IP. Il y a deux autres étapes qui sont un petit peu moins fréquentes, on pourrait dire, mais qui sont quand même prévues dans le protocole. La réallocation. La réallocation, c'est lorsqu'un client démarre et que, au moment du démarrage, il se rend compte qu'il a un bail qui est encore valide. Supposons qu'il y a un bail qui s'est fait attribuer par le serveur, qui est valide pendant 24 heures. On utilise l'autre, on l'éteint, on le rallume 6 heures après, son bail est toujours valide. Il y a une phase spéciale du protocole DHCP pour ces cas-là, où le client dit « Hey, mon bail est toujours valide » et il manifeste sa présence auprès du serveur. Et il y a aussi le rebind, qui est aussi un cas assez rare. C'est la phase qui correspond au cas où, lorsqu'un client essaie de renouveler son adresse IP, il ne trouve pas de serveur. On avait mentionné tout à l'heure que au 7/8e de la validité du bail, le client va essayer de trouver un nouveau serveur sur le réseau. C'est ce qui correspond à la phase du rebind. Donc, chacune de ces phases-là correspond à des séries d'échanges de messages entre le client et le serveur. Alors, comme il se doit, on va ouvrir une capture dans Wireshark pour voir quelques exemples de ces échanges-là. Donc, on va commencer par une première phase, le fichier discover.pkpng, qui contient un exemple de la phase d'allocation, donc au moment où un serveur arrive en ligne et qu'il n'y a pas de bail, qu'il n'y a pas d'adresse et qui fait sa demande initiale au serveur. Donc, on va mettre le filtre DHCP. Et là, on a les 4 messages de l'échange. Donc, on a DHCP Discover, le client à l'adresse IP 0000. Évidemment, il n'y a pas encore d'adresse IP. Il envoie une diffusion sur tout le réseau local à 255.255.255.255. C'est un message DHCP Discover. En réponse à ça, le serveur qui ici est à l'adresse 10.1.1.5 envoie lui-même une diffusion et c'est l'offre DHCP. Lui propose un bail. Ensuite, le client fait sa demande
pour ce paille-là, parce que dans l'éventualité où il y aurait plusieurs serveurs, le client devrait en choisir un pour faire sa requête. Là, il n'y a qu'un seul serveur, donc c'est facile, mais il y a quand même la phase de request, même s'il y a un serveur qui lui propose un bail. Puis ensuite, le serveur accuse réception de cette demande-là avec un DHCP ACK. Si on regarde d'un peu plus près dans les informations de l'entête de ces messages-là, dans la requête initiale, vous voyez qu'il y a plusieurs champs qui sont complètement vides. L'adresse IP du client, il n'y a rien là-dedans, il n'y a pas encore d'adresse. Étant donné qu'il ne s'est jamais fait attribuer encore une adresse IP par un serveur, ce champ-là est à 0. Il ne connaît pas l'adresse IP de son serveur, donc c'est à 0. Et il ne connaît pas l'adresse de la passerelle, donc c'est à 0 aussi. On descend au message suivant, l'offre DHCP. Donc là, on voit que le serveur lui propose l'adresse 10.1.1.21. Donc, cette adresse-là, elle est dans les deux champs ici. Il n'y a cependant pas encore d'adresse associée au serveur lui-même, ni à la passerelle. Pourquoi? Parce que ces informations-là sont dans les options. Allons voir tout de suite ce qu'elles sont. Donc, on descend un peu et on va les déplier. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur la passerelle et les serveurs DNS comme option là-dedans. On n'a que l'adresse IP du serveur DHCP, la durée de vie du bail, 1200 secondes, donc 20 minutes, et le masque de sous-réseau pour le réseau courant. Et dans les messages suivants, c'est essentiellement les mêmes informations qu'on va retrouver. Et suite au DHCP ACK, notre client va avoir une adresse valide pour 20 minutes dans ce cas-ci. Une deuxième capture cette fois-ci, la capture if down, if up, en fait, ça correspond, cette capture-là, à un DHCP release suivi d'une demande d'adresse. C'est les commandes if down, if up qui ont été faites sur une machine Linux, des commandes qui ont l'effet d'éteindre une interface et de la redémarrer ensuite. Donc, encore une fois, je vais appliquer le filtre. À la différence de ce qu'on avait tout à l'heure, vous voyez qu'il y a une adresse source et une adresse de destination. Pourquoi? Parce que là, notre hôte, il a une adresse IP et il peut s'adresser directement au serveur sans faire de diffusion. Dans le message DHCP release, l'adresse IP du client, du serveur et de la passerelle ne sont pas spécifiées parce que comme c'est juste une libération d'adresse, on n'a pas besoin de les mentionner. Et ensuite, puisqu'on a libéré le bail, si on veut au moment de la commande if up récupérer une adresse, il faut repartir depuis le début avec un discover, une offre, une request et un accusé de réception. Là, ici, il faut mentionner que les options, il n'y en a pas beaucoup dans cette requête-là, mais il y a moyen d'en mettre vraiment une très, très grande quantité. Dans Active Directory en particulier, les serveurs DHCP intégrés à Active Directory utilisent ce protocole-là pour distribuer vraiment beaucoup d'informations sur le réseau et sur les services AD qui sont disponibles. Mais ça, on le verra plus, en fait, d'ici quelques semaines, on va voir DHCP dans le contexte de Active Directory. Donc, voilà pour aujourd'hui, cette petite introduction au protocole DHCP. Merci beaucoup.